Je suis née à Montmartre le 15 décembre 1921, ce qui me donne l'honneur d'attendre bientôt mes 104 ans. Bon, quelques mots sur mon père. Lui, il est né en Alsace, ou plutôt en Franche-Comté, dans une famille d'industriels. Le village s'appelait Giromagny. C'était au pied du ballon d'Alsace. Mon grand-père meurt jeune et ma grand-mère emmène ses 4 enfants à Paris parce qu'elle n'avait pas envie de rester dans ce village, d'autant plus qu'elle avait une sœur mariée avec un pasteur à Paris. Arrivée à Paris, ma grand-mère trouve un appartement rue de Steinkerque, 2 rue de Steinkerque. Elle élève ses 4 enfants et devant la maison, il y avait le boulevard Rochechouart et le collège Rollin. Alors tout ce petit monde va au collège Rollin et à 18 ans, c'est mon père, lui, contrairement à ses frères, se destine à l'école des Beaux-Arts. Et une fois là, il s'aperçoit que c'est horrible, que c'est au fait de la tête le lundi, les pieds le samedi, et ça lui convenait pas du tout, qu'il aimait mieux peindre comme il aimait peindre dans les rues de Montmartre. Il faisait les paysages de Montmartre, mais ça ne nourrit pas son homme, comme on dit. Donc la famille a commencé à dire, il faudrait peut-être que tu trouves une position sociale, tu viens t'occuper des usines. Donc mon père n'avait pas du tout envie de s'en aller de son Montmartre, et il s'arrange pour des journaux humoristiques. Il va voir le directeur de Comédia pour lui présenter des dessins. Oui, j'ai entendu parler de toi déjà. Et puis, je sais que tu connais tous les petits gars de là-haut. C'est-à-dire, c'était le Montmartre de Picasso, tous les artistes qui commençaient à pas être connus, mais à se faire remarquer quand même. Donc, il lui dit, écoute, puisque tu peux faire des échos, des petits papiers, me parlant de comment ils vivent, ce qu'ils font, etc. Alors, mon père dit, c'est facile, je vous apporte ça demain matin. Non, tout de suite, tu me fais ça sur la table ici et tu me les donnes ce soir, on verra. Alors, mon père se met à faire des petits échos. Reviens demain, on verra. Alors toute la nuit, il tourne dans Paris tellement il était énervé. Et à l'heure de l'ouverture des kiosques à journaux, il achète Comédia. Et qu'est-ce qu'il voit? Ces petits échos en première page, intitulés « Petites nouvelles des lettres et des arts ». Il court retrouver sa mère pour lui dire « ça y est, je vais être engagé, je suis tranquille et tout ». Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire 1909, il commence à écrire sur les théâtres, sur la vie de ses copains. Donc voilà le point de départ. Donc toute sa jeunesse, il est resté à Montmartre. Il rencontre ma mère dans un endroit assez éminent à ce moment-là, qui étaient les conférences des Annales, dirigées par la mère de Pierre Brisson, qui dirigera plus tard le Figaro. Donc voilà le fil conducteur.
ma mère le rencontre donc dans ce milieu. Elle a été à l'école pas des beaux-arts, mais elle fréquentait les ateliers, et puis euh, les ateliers comme Julian, qui était très connu à ce moment-là. Et quand elle s'est mariée, elle a toujours continué à peindre. Et après, elle exposait dans beaucoup de grandes galeries, tous les grands salons d'automne, salon des Tuileries, salon des femmes peintres, etc. Et puis, voilà. Et à cette époque-là, les artistes n'avaient pas d'enfants. Les Pierre-Marc Orlan, Roland Dorgelès, etc. Donc j'étais choyée et je vivais très proche d'eux. Et tout ce qui aurait pu me paraître invivable, moi je trouvais ça normal. Un exemple, mon père fréquentait tous les bals des Casards, c'est-à-dire les défilés d'artistes et d'écoles de médecine aussi, étudiants en médecine, sur des chars à travers Pigalle, avec des nus qui toute la nuit tournaient dans les rues de Montmartre. Et il y avait toujours un thème pour se déguiser. C'était souvent des thèmes historiques. Et alors, il y avait un sac de jute, je me souviens très bien, et j'étais toute jeune, où il y avait des tas non seulement des tuniques d'empereurs romains, que des coquillages comme colliers, des armures, des chapeaux d'empereurs, enfin, c'était souvent des thèmes historiques. Et donc, ma grande joie, c'est quand il y avait ce bal le soir, avant de me coucher, je l'habillais, on allait chercher le sac, on sortait tous les accessoires que je viens de vous dire, je l'habillais et tout ça. Et puis il partait à 8 heures du soir, moi j'allais me coucher. Et puis le matin, à 8 heures du matin, à l'heure où je partais au lycée, Jules Ferry, mais dans les petites classes, il rentrait, lui, en empereur romain. Et il me disait, ben écoute, je vais te conduire au lycée. Donc je partais, lui en empereur romain, et moi, habillé, la mode c'était en marin, c'était les années folles. Alors j'avais un petit costume marin, et puis avec un ruban écrit Jean Bart. Et nous voilà partis, traversant le cimetière Montmartre, à la place Clichy. Et je trouvais ça tout à fait normal. Alors que ma mère, quand elle nous voyait partir, alors, écoute, quand même, pour conduire ta fille au lycée, non, non, il est temps de partir. Voilà. Alors, avoir un père en empereur romain, c'est pas courant dans les familles qui étaient bourgeoises tout en restant complètement artistes. Il y avait tout le temps des fêtes, il y avait des guirlandes, je ne sais même plus comment ça s'appelle, des petits rouleaux par terre, des trompettes, des machins. Et alors, quand les invités arrivaient, j'étais dans la cuisine et j'en trouvais la porte de la cuisine pour voir quelle tête ils avaient. Et ça m'amusait beaucoup parce que c'était... Alors, les histoires de bal costumé, ça remplit mon enfance, ça aussi. Alors, justement, il y avait un peintre qui habitait au premier étage, qui s'appelait Anspach. Sa femme, qui était une terrible entraîneuse
de soirée, avec 2 enfants, à peu près de mon âge. Donc, je me souviens du premier bal. On voulait me déguiser en petite fille modèle et je hurlais de fureur. Je voulais être un petit nain de la montagne. Alors il a fallu trouver un tissu vert qui fasse un peu forêt pour me déguiser en petit nain de la montagne. Vous voyez le genre? C'est pas un enfant comme tous les enfants. Bon, je me sentais pas tout à fait comme les autres. Et je hurlais à l'idée d'être une petite fille modèle. C'est pas ça mon genre. Donc le dimanche, par exemple, on allait toujours déjeuner à l'Isle-Adam, chez Roland d'Orgelès. Ça vous dit quelque chose quand même? Bon, qui avait écrit Les Croix de bois et qui avait une femme qui était une cantatrice russe, et d'Orgelès avait défendu à sa femme de chanter à l'opéra. Et comme elle aimait chanter, le dimanche, après le déjeuner, elle chantait. Elle chantait du Rénal de Loane. Nous avons fait un beau voyage. Et puis, moi, je n'aimais pas du tout cette musique, puis je m'ennuyais. Et puis, à ce déjeuner, il y avait toujours Francis Carco. Il faisait partie de la bande. Et j'ai écrit après pas mal de textes. Je les appelais les 4 mousquetaires de la butte. Et il y avait donc en premier Corlan, qui était arrivé au Lapin-Agile un peu avant 1900. Ensuite, il y a eu d'Orgelès et mon père. Et un peu plus tard, en 1910, Francis Carco. Ça, c'était les 4 mousquetaires. Donc, Carco n'aimait pas du tout la femme de d'Orgelès, qui s'appelait Ania, rousse, avec un nom russe et tout. Elle était très fardée, je me souviens, habillée comme un déguisement, etc. Alors, donc, Carco se lève, il me fait un petit signe, et puis bon, il me prend, il me dit, je vais t'emmener à la fête foraine à l'Isle-Adam, ça sera plus amusant que de rester là. Et alors, oui, j'ai eu un souvenir extraordinaire de cette fête foraine où je voulais aller sur les manèges, comme tous les enfants, mais lui, il voulait que j'aille au tir au pigeon. Le fusil était beaucoup trop lourd, alors finalement, c'est lui qui tirait. Alors forcément, il gagnait à tous les coups. J'ai ramené une boîte de bonbons en forme de cœur. Et il m'a dit, tu es ma petite fiancée. Et beaucoup plus tard, il m'écrivait ici, il y a toujours ma petite fiancée. Mais c'est quand même des souvenirs que tout le monde ne peut pas vous raconter. Et puis il y avait ma nana qui a joué quand même un grand rôle, qui était une Bretonne complètement primitive. Bon, je l'appelais Nana, autrement elle s'appelait Mathurine Le Goff. Et quand elle est arrivée, elle avait tellement le costume de Bécassine, elle avait un côté vraiment très primitif, que ma mère avait dit c'est pas possible, elle va pas. En fait, elle avait 7 enfants, elle venait à Paris pour gagner un peu d'argent, et puis sa sœur élevait les 7 enfants en plus des siens. Et le vrai, pur, très pur tout ça. Toute la famille de Bretagne arrivait là, et on les couchait en haut. Et puis, mon père leur essayait de leur trouver des métiers, électriciens ou tout ça. Et puis, moi, j'aimais beaucoup.
Hippolyte, là, un des plus jeunes Bretons, il me faisait mes devoirs, des trains qui se croisent et des robinets qui coulent ou ne coulent pas. J'étais un peu nul en classe. Alors lui, il avait son certificat d'études, il savait faire. Et moi, elle m'élevait d'une façon très spéciale, parce qu'elle avait la clé des songes. Alors il fallait raconter ses rêves, et puis dans son petit livre crasseux, elle trouvait la signification. Vous savez, quand on perdait une dent, c'était la mort. Enfin, c'était très joyeux. Et elle me lisait tout ça. Et puis elle m'emmenait au Sacré-Cœur pour la messe. Et puis j'avais un catéchisme où les protestants étaient traités d'hérétiques. Mais je n'étais pas encore dans le coup du protestantisme. Alors j'avais d'un côté comme éducation les druides, avec aussi les potions, tous les médicaments, d'huile de foie de morue, ventouses, et j'en passe. Elle me tapait dessus, parce que quand je faisais des caprices, toutefois, j'ai voulu participer à une course de cerceau, puis j'ai perdu. Alors je hurlais, elle n'arrivait pas à me consoler. Alors, du jardin du Sacré-Cœur, on est rentré à la maison, en descendant les rues de Montmartre, où elle me giflait, elle me tapait dessus. Je hurlais de plus en plus. Puis arrivé à la place Constantin-Pécœur, où il y avait un square, on s'asseyait, et puis elle me prenait dans ses bras, et puis elle me câlinait, et puis on rentrait un peu plus tard, mais j'étais déconsolée. Et ma mère, de petite santé, était couverte de bouillotte, de thermos et de couverture. Ils avaient chacun leur sein. Et pour la chambre de mon père, c'était couverte de livres. Tous les murs étaient couverts de livres. Partout où on allait, il dessinait. Dans ses reportages, jamais il mettait une écriture pour se souvenir. C'était toujours des dessins. Tous ses articles étaient illustrés, et ça toute sa vie, jusqu'à sa mort. J'ai des dessins d'anniversaire pour sa femme, sa fille, sa mère et tout ça. C'était sacré, les dessins. Le dessin était quelque chose de sacré. Alors je le regardais dessiner, et je trouvais ça très curieux parce que il dessinait très brouillon. Je voyais que du noir, et puis il crachait dessus, et puis avec la bave, ça faisait presque l'aquarelle. Et puis à la fin du dessin, c'était tout net, tout, on pourrait dire figuratif. Mais ce qu'il y avait d'amusant à la maison, c'est que mon père adorait les chansons de Damien, enfin de Radem, enfin tous ces chanteurs à la mode. Et il y avait comment ça s'appelle, les gramophones. Il achetait des tas de gramophones avec le saphir, et ça gueulait toute la journée les chansons de femmes fatales. Et puis, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand ma mère, elle chante, elle aimait jouer au piano, et elle jouait des chansons que moi j'aimais chanter. Et alors il y avait des chansons de Delmette, qui étaient assez romantiques, et puis il y avait aussi des chansons un peu coquines. Eugène, Eugène, tu me fais languir,
Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'est ça que je chantais. Bon. Alors, ma mère, comme elle allait tous les soirs au théâtre avec lui, elle rentrait quand même assez tard. Lui, il prolongeait la nuit jusqu'à l'aube. Hein. Il disait que le plus important dans un jour, c'est l'aube. Parce que c'est l'heure où les travailleurs partent à 5 heures du matin et les artistes, ou lui-même, restaient à regarder l'aube dans les cafés. C'était son lieu. Et c'est pour ça qu'il rentrait très tard. Parce qu'il considérait, il aimait l'aube pour ce transfert de population. Et puis la lumière de l'aube, bien sûr. Je faisais partie de la fête et je vous dis, je trouvais ça normal. Je ne trouvais pas ça extraordinaire. Ça paraît extraordinaire maintenant que je vous le raconte. Mais quand je l'ai vécu, et toute ma vie, je l'ai toujours raconté comme du vécu. Je n'ai pas voulu faire de la littérature. Ça faisait partie de leur vie. Même ma mère qui était malade, elle ne manquait jamais une pièce de théâtre. Et mon père était l'élément nourricier, si j'ose dire.